bienvenue pour ce webinaire qui vous est offert par Nutrilogix et son laboratoire NRD. Alors, vous les voyez, accompagnés d'Amine Gasmi et de Valérie Abran, qui font tous les deux partie de l'équipe scientifique Nutrilogix. Nous allons vous parler, ou enfin plus exactement, qu'ils vont vous parler aujourd'hui du plasma marin. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous êtes tous arrivés à temps. On va démarrer alors. Aujourd'hui, le sujet du jour, donc ça va être le plasma marin. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit exactement, quelles sont les applications, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention si on veut l'utiliser. Et voilà, on va un peu parcourir tout ce qui peut être intéressant à son sujet, en tout cas on l'espère. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, comme Cédric l'a dit, on essaiera d'y répondre, si pas de suite, directement après la conférence alors. On va passer au premier slide. D'abord, une brève définition du plasma marin, parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on appelle ça du plasma marin? À l'origine, ça a été surtout les travaux du docteur René Quinton qui sont à mettre en avant, donc qui était un biologiste. Il a étudié l'eau de mer dans un contexte bien particulier, dans le sens où il essayait de l'utiliser pour remplacer le plasma sanguin. Donc, c'est la raison pour laquelle on a appelé ça le plasma marin. Et pour ce faire, il a ramené l'eau à l'isotonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a ramené à une concentration en sels minéraux, à une salinité identique à celle du plasma marin, du plasma sanguin, pardon. Voilà. René Quinton, c'est un brave monsieur qui est né en 1866. Il était donc médecin et également maire de sa bourgade, hein, en Chaumembrie, en Seine-et-Marne. Peut-être qu'on a du public qui nous provient de là-bas. Il a participé à la Grande Guerre aussi en son temps. Et il est mort en 1925 à Paris. Ça, c'est pour son petit historique. Après, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie en termes de biologie? C'est ce qui nous intéresse vraiment. Donc, il a travaillé sur les conditions de développement des cellules vivantes. Il a vraiment essayé de chercher les conditions idéales de développement de la vie, en termes de température, de composition du milieu, de concentration. Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment essayé de travailler sur cette eau de mer qui est riche en tellement de choses finalement, et à trouver les concentrations idéales pour la vie humaine en l'occurrence. Et il a fait pas mal de tests sur les animaux aussi. C'est clair que si René avait tenté ces expériences aujourd'hui, je pense qu'il aurait eu Gaïa, la WWF sur le dos. Ça ne se serait pas passé comme, comme ça aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'on était peut-être un peu plus laxiste sur ça, mais c'est vrai que voilà, il a fait des tests assez sauvages, hein, on peut le dire, sur les animaux qui étaient complètement exsangues et à qui il réinjectait du plasma marin pour essayer de les sauver. Alors, de temps en temps, il y arrivait, il était content, mais il y a eu beaucoup de ratés aussi quand on lit son ouvrage. Donc, son ouvrage en question, c'est L'eau de mer, milieu organique, qu'il a sorti en 1904. Euh, et donc, voilà, il a vraiment cherché à trouver donc, les similitudes entre cette eau de mer et le plasma marin. C'est vraiment une découverte qui a fait, qui a servi pas mal la science, dans le sens où il a expliqué pas mal de fonctions biochimiques et il a fait pas mal de liens aussi avec l'homéostasie corporelle, notamment au niveau de la régulation des minéraux. Donc, voilà, c'est pas si anodin que ça, tous ces travaux, ça a aidé pas mal à faire avancer la recherche dans ce domaine-là. Voilà, Amine, je ne sais pas si tu veux nous parler de peut-être la Ouais, différence entre l'isotonie, l'hypertonie. en fait, ouais, pour revenir à ce que tu disais par rapport à René Quinton, donc le plasma marin en tant que, on va dire, équivalent, donc ramené à l'isotonie en tant que solution équivalente au plasma sanguin, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on utilise aujourd'hui en perfusion, la fameuse Liquide solution, physiologique. voilà, salée, qui contient en fait du sodium. euh, ou alors le glucosé qui contient plutôt du glucose, qui ont deux applications différentes dans les cas de perfusion. Très souvent, on utilise le salé. Et là, c'est le salé, ce qu'on dit le salé, c'est tout simplement de l'eau purifiée avec du sodium dedans. Et donc là, le plasma marin ramené à l'isotonie, ça contient pas que du sodium. D'ailleurs, j'imagine que tout à l'heure, tu vas nous parler de voilà, là où on trouve plus de Composition. sodium, tout ça, la composition. Donc ça, voilà, c'était pour l'histoire. Et puis là, pour oui, expliquer deux, trois choses sur la différence entre l'isotonique et l'hypertonique. Déjà, l'isotonique, tel que vous le voyez là,
La caractéristique principale, c'est que la concentration est autour de 9 grammes de sel par litre. 9 grammes de sel de table, hein, chlorure de sodium. Donc, c'est une concentration autour de 0,9% de sel, ce qui correspond à peu près à la concentration physiologique normale des fluides corporels. Et c'est ce qui a été recherché justement par René Quintan dans ses recherches là, sur le plasma marin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les exemples, c'est l'eau utilisée, l'eau de mer isotonique, ou l'eau ou le liquide qu'on appelle le salé, qu'on utilise pour les perfusions médicales, donc, classiquement. Donc c'est utilisé, on va voir plus tard les usages un peu plus détaillés, mais déjà pour l'eau isotonique, on a une utilisation donc pour une réhydratation. C'est utilisé par exemple chez les patients qui ont de la fièvre et donc des infections. Donc on met des antibiotiques dans la perfusion. Et donc ça permet à la fois de réhydrater et en même temps d'avoir un médicament, là, pour un antibiotique pour traiter les infections, tout ça. Donc une réhydratation par rapport à la récupération des pertes de fluides sanguins. Voilà, donc ça c'est l'isotonique suivant. Et donc pour l'hypertonique, on a donc une concentration qui est supérieure à 9 grammes par litre, donc supérieure à 0,9%, et qui est très souvent située entre 31 et 35 grammes par litre, donc l'équivalent de 3,1, 3,5% à peu près de sel. En fait, c'est de l'eau de mer, c'est la concentration de l'eau de mer, tout simplement, qui n'est pas diluée. Parce que l'eau isotonique, c'est l'eau de mer diluée. Et donc là aussi, donc on a aussi des utilisations qui sont relativement différentes de ce qu'on a vu. Donc soit des usages externes, bien qu'on peut utiliser aussi l'eau isotonique en usage externe, mais l'eau hypertonique est plutôt adaptée pour l'usage externe, donc lavage nasal ou autre. Et puis aussi, dans le cas, en tout cas c'est rapporté dans quelques études, dans le cas de déminéralisation, on peut avoir aussi, espérer avoir en tout cas un apport en électrolytes, bien qu'il y ait une petite différence là entre les minéraux qu'on a dans les compléments alimentaires ou dans les aliments, donc on expliquera plus tard, et les minéraux qu'on a dans l'eau de mer. Il y a une petite différence au niveau de l'usage. Voilà, donc ça c'était la différence entre les deux, c'est principalement au niveau de la concentration. C'est ça. Donc l'isotonie, c'est vraiment, on est à l'équilibre par rapport au sang humain finalement, hein, donc une concentration identique. Et dès qu'on est au-dessus de cela, on va parler d'hypertonie parce qu'on est au-delà de l'isotonie tout simplement. Et donc c'est vrai qu'on parle de 31-35 parce que c'est les produits qu'on va retrouver généralement au niveau des solutions hypertoniques. Elles vont être plutôt dans cet ordre-là. Euh, et alors, un usage qu'on n'a pas cité en externe aussi, ça va être tout ce qui est diminution des œdèmes, tout ce qui va en fait permettre de chasser de l'eau de l'organisme. Étant donné qu'on amène une solution très concentrée, l'eau va aller du milieu le moins concentré vers le plus concentré pour les diluer. C'est le principe d'osmose qu'on va décrire justement ici. Et donc, cette osmose, elle va permettre de traiter, par exemple, ces œdèmes. Donc voilà, c'est un des usages externes qu'on peut faire de l'eau de mer hypertonique aussi. Donc, comme on voit ici sur la gauche de l'écran, on a le phénomène de diffusion qui est simplement quand on met un soluté dans une solution, il va se répandre, il va se disperser de façon uniforme. Par contre, quand on a une membrane semi-perméable qui mime un petit peu les membranes qu'on va retrouver au niveau des cellules, on va avoir, je dis bien mimé à plus ou moins. Bien sûr que les membranes cellulaires sont plus complexes que ça. Il y a tout un tas de pores qui peuvent expliquer de passage passif, actif, etc. C'est bien plus compliqué que ça. Mais au niveau du passage de l'eau, il y a quand même un phénomène d'osmose qui peut se passer au niveau cellulaire. Euh, et donc voilà, si on a un milieu qui est plus concentré que de l'autre de part et d'autre de la membrane, l'eau va chercher son chemin vers le milieu le plus concentré de façon à le diluer et de ramener une concentration identique des deux côtés de la membrane. Donc si vous prenez des cellules et que vous les mettez dans un milieu hyper concentré,
comme du liquide hypertonique, mais il y a des grandes chances que votre cellule crache l'eau qu'elle contient pour se déshydrater. C'est ce qui se passe avec l'œdème aussi, ça se passe au niveau cellulaire, mais ça se passe au niveau tissulaire également. Donc voilà, le principe d'osmose, c'est celui-là. Tantôt, on va parler aussi d'osmose inverse, on vous expliquera ce que c'est, mais le principe d'osmose, si vous l'avez déjà compris, ce sera une grande aide pour la suite. Je ne sais pas si Amine, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, en fait, oui, comme tu l'as expliqué, en fait, quand on a une membrane, on a l'eau qui part du milieu le plus faiblement concentré vers le milieu le plus concentré, le plus concentré en minéraux, en électrolytes, hein. Et en même temps, en parallèle, tu as aussi les minéraux qui partent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et à ce moment-là, tu obtiens un équilibre au niveau du passage de l'eau dans un sens et du passage des électrolytes dans l'autre sens aussi. Tout à fait. Alors, on va parler des effets physiologiques. Je te laisse la parole. Oui. Donc, au niveau des effets physiologiques de l'eau isotonique, on en avait parlé un petit peu. Donc, puisque l'eau isotonique a la même concentration que le plasma sanguin, ben, ça ne va pas avoir d'effet important sur les mouvements de l'eau. Par contre, ça va apporter une certaine quantité de minéraux, de métaux, d'oligo-éléments, d'électrolytes. Et à ce moment-là, ça permettra de préserver l'équilibre hydro-électrolytique, soit au niveau sanguin, soit au niveau des reins, soit au niveau des tissus. Donc l'eau isotonique, ça va permettre en gros d'avoir une certaine quantité de minéraux, de métaux, d'électrolytes dans le plasma sanguin, ce qui va empêcher ou du moins diminuer les mécanismes les mécanismes d'homéostasie sanguine qui vont utiliser ou reprendre les minéraux qu'on a dans les tissus ou une partie de ces minéraux et de les ramener vers l'eau, vers le plasma sanguin. Et à ce moment-là, si on a des déperditions d'eau et d'électrolytes soit par le biais des reins, soit par le biais de la transpiration. Donc, il y a un mécanisme d'homéostasie. Alors, il y en a qui sont extrêmement puissants, comme ceux du calcium, par exemple, où là, vous avez 3 hormones carrément qui régulent la calcémie, la phosphatémie aussi, 2 hormones. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins puissants, mais il y a toujours des systèmes d'équilibre qui gardent toujours des constantes au niveau du son, en tout cas qui essayent toujours de garder des constantes au niveau du son. Et donc, la priorité, comme la priorité, c'est l'homéostasie sanguine, donc on va ramener, nonobstant du niveau de minéraux, de métaux, d'électrolytes au niveau des tissus, on va ramener ces électrolytes des tissus vers le sang, vers le plasma sanguin pour rééquilibrer. Et donc si on apporte un apport externe de ces mêmes électrolytes, on diminue ce phénomène. On diminue en gros la déminéralisation tissulaire. Et donc c'est dans ce sens-là principalement qu'on va avoir un usage intéressant des électrolytes et des minéraux qu'on a dans l'eau, ce type d'eau, l'eau de mer ou les eaux de mer reconstituées. C'est dans ce sens-là et pas l'inverse, parce que souvent on dit reminéraliser les tissus, tout ça. On comprend qu'on reminéralise les tissus par un apport de ces électrolytes qu'on trouve dans l'eau de mer et comme si ces électrolytes-là vont aller pénétrer au niveau des tissus. C'est plutôt plus un transit au niveau sanguin et une élimination rénale plus que une pénétration au niveau des tissus. Et dans ce transit-là, ça permet de diminuer la déminéralisation des tissus, hein, en gardant les minéraux des tissus là où ils sont. Donc, par rapport à l'eau isotonique, ça c'est un peu le rôle principal qu'on peut avoir. Donc, réhydratation, donc récupération de l'eau qui a été perdue, plus la préservation au niveau des minéraux au niveau des tissus. Et puis, pour l'eau hypertonique,
comme ce que tu as expliqué tout à l'heure, Valérie. Donc, on a en quelque sorte les mêmes rôles que l'eau isotonique, hein, mais en plus puissant. Et puis, ça va permettre aussi de diminuer la rétention d'eau, puisque ça fait un appel d'eau vers le sang. Si on parle en fait d'une prise Péros, hein, ça fait un appel d'eau vers le sang puisque la concentration au niveau du sang pendant un certain moment sera relativement élevée. Après, bien sûr, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir 24 sur 24 des taux très élevés de minéraux. Comme on a dit, il y a une homéostasie et cette homéostasie, ces mécanismes d'homéostasie extrêmement puissants vont pas uniquement mobiliser les minéraux qu'il y a dans les tissus, ils vont aussi éliminer l'excès, s'il y a un excès. Et donc là, c'est principalement le rein, la peau, les poumons, tout ça, tous les organes d'élimination qui vont s'occuper de ça. Et donc, ça diminue les œdèmes quand c'est une application externe, et ça diminue la rétention d'eau quand c'est une prise Péros. Ça, c'est principalement le. Après, on peut parler voilà, de déséquilibre électrolytique, et c'est surtout pas les minéraux classiques qu'on connaît, mais c'est surtout le sodium, par exemple, ou le potassium, ou alors, on va dire, l'iode aussi. Ce sont en fait ces minéraux et oligoéléments qui ont une capacité de pénétration au niveau des tissus qui est très rapide. L'iode, par exemple, ça se fixe au niveau de la thyroïde extrêmement vite. Et si on regarde la capacité d'élimination, la vitesse d'élimination des reins de l'iode, elle est plus faible que la vitesse de fixation de la thyroïde de l'iode. C'est pour ça que même sous forme inorganique, l'iode passe très bien au niveau de la thyroïde. Et pareil pour le sodium, il a une capacité de pénétration dans les tissus qui est extrêmement rapide, très puissante, très rapide. Le chlore aussi. Et donc, ça permet, oui, de reminéraliser les tissus dans l'autre sens, c'est-à-dire en passant au niveau des tissus. Mais pour le reste, voilà, ça va être éliminé, ça va faire un peu travailler les reins. Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur les effets physiologiques. Très bien. Ici, on a mis un petit tableau plutôt récapitulatif. On n'a pas forcément besoin de le reparcourir, je pense. On a déjà un peu expliqué tout, sauf si tu veux insister sur quelque chose, Amine, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est un Oui, petit ça rappel. récapitule ce qu'on a dit, oui. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui se faisait du temps de notre ami René Quinton. Donc, à l'origine, c'est vrai que l'eau de mer était prélevée directement dans la mer à une distance, on va dire, raisonnable des côtes, à une profondeur qui garantissait, on l'espérait en tout cas, une certaine qualité et une certaine innocuité, si je puis dire. Et alors, bah, il diluait son eau pour atteindre l'isotonie. Il la stérilisait à froid et elle était filtrée alors. Euh, Aujourd'hui, ben, les sources, on en a parlé lundi passé avec Amine, les sources de pollution sont quand même nombreuses. On a les hydrocarbures, les microplastiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Tu nous as parlé encore d'autres polluants. Si tu veux revenir dessus, Amine, c'est avec plaisir. Et j'ai mis un petit extrait du livre de René Caton. On voit qu'à l'époque, donc l'eau de mer était captée au large à 10 mètres de profondeur, donc c'est pas bien loin. Et c'était dans le bassin d'Arcachon que ça se passait. Donc voilà, aujourd'hui, il est clair que malheureusement, ce genre de pratique, si on veut un produit qualitatif, c'est plus possible. C'est bien dommage, mais c'est plus possible. Et donc, on va avoir recours à d'autres choses. Je vous ai mis une petite étude ici bah, qui atteste vraiment du fait que les eaux de mer, où qu'elles soient, sont quand même relativement riches en microplastiques. Et ça a un impact qui n'est pas négligeable sur l'augmentation du nombre de pathogènes. On voit qu'il y a une certaine adhésion des pathogènes parfois à ces microplastiques et que ça peut augmenter la présence de ces pathogènes dans l'eau, mais aussi dans les poissons, les crustacés. Voilà, c'est une chose importante à savoir. Donc malheureusement, cette pollution, elle a en plus, au-delà de son impact direct en tant que polluant, parfois d'autres impacts plus néfastes à côté. Et là, en l'occurrence, cette stagnation des pathogènes. Étant donné que donc cette eau est en mauvais état aujourd'hui, on a décidé de faire fonctionner un petit peu différemment pour développer notre produit à base d'eau de mer.
Et pour ce faire, on a vraiment fait ce qui se fait de mieux en termes de filtration de l'eau, à savoir une osmose inverse. Je vous ai mis quelques schémas ici pour illustrer un petit peu le phénomène, hein. Donc l'osmose inverse, c'est la dernière étape de la filtration de l'eau afin d'obtenir vraiment une eau parfaitement pure, vraiment du H2O, hein, en langage chimique, si je peux dire, même si parfois il reste quelques rares minéraux. Généralement, on a une eau qui est relativement, vraiment très, très, très pure. Mais avant ça, il y a quelques étapes, hein. On voit qu'il y a des filtres à sable, des microfiltrations, des ultrafiltrations, des nanofiltrations qui vont chaque fois retirer différents composés, hein, depuis les plus gros polluants. On voit un peu comme les bassins d'une station d'épuration. On va d'abord retirer les branches, la boue, etc. On va retirer un peu tout ce qui peut contaminer l'eau de façon à préserver les filtres les plus pertinents. On met différentes étapes. Hem Et donc l'osmose inverse, c'est vraiment une étape, une technique de purification de l'eau qui, va, se baser sur le principe de l'osmose qu'on utilise tantôt. Simplement d'un côté du filtre ou de la membrane semi-perméable, ici qui sera le filtre, on va appliquer une pression. Ça peut être, la pression du réseau simplement, hein, du réseau d'eau, soit une pompe qui va exercer cette pression. Et donc le but, c'est en poussant, l'eau à travers la membrane, à travers le filtre, on va récupérer donc une eau, parfaitement pure, étant donné que les minéraux, et cetera, ne passeront plus non plus à travers ce filtre, étant donné qu'il est vraiment un discernement très, très fin. Donc voilà, une fois qu'on a une eau bien pure obtenue, on est content. On n'a plus de polluants, on n'a plus que du H2O. Mais par contre, on n'a plus de minéraux et ça nous embête un peu. Boire une eau parfaitement pure, c'est quand même pas très intéressant par le principe d'osmose qu'on déclarait tantôt aussi. Donc si on prend de l'eau parfaitement pure, on risque de se déminéraliser justement. C'est pas très intéressant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit de renourrir cette eau, si je peux dire, en ajoutant une dose parfaitement maîtrisée de chacun des minéraux qu'on a envie de retrouver dans notre solution, et ce qui nous permet d'avoir vraiment une concentration, identique, enfin vraiment, tip top comme on la souhaite. Voilà ce qui se passe réellement dans nos laboratoires ici quand on fabrique l'eau de mer. Heu, on a mis un petit slide, Amine, si tu veux. Ah tu veux intervenir, je pense? Non, non, je disais que c'est à ce moment-là, ça fait de l'eau de mer reconstituée. On la reconstitue dans le sens inverse. C'est ça, tout Mmh. à fait. C'est compliqué d'aller retirer, les polluants sans retirer ce qui nous intéresse, et donc ici, voilà, la reconstitution, elle a lieu, donc après, filtration, pour justement éviter de vous offrir, une eau polluée. On va vraiment plutôt vous offrir un produit le plus qualitatif possible, avec tous les minéraux dans leur forme, ionique comme on l'aurait dans l'eau de mer, mais sans les polluants. On a ajouté un slide, sur, une différence entre l'eau de surface, l'eau de mer de surface et l'eau de mer qu'on appelle le deep sea water, donc l'eau de mer profonde. Hem, la différence, elle va résider en termes de profondeur. On parle de au-delà de 200 mètres. Il y a aussi une composante, proximité du fond marin qui peut être importante dans la charge finalement des minéraux. Et donc on voit qu'entre ces 2 types d'eau, il y a une différence assez notable sur certains minéraux, hein, notamment, sodium, potassium, magnésium, on a vraiment des différences tout à fait notables, et donc voilà, c'est assez intéressant à voir. J'avoue que je l'ai découvert ici récemment. Je ne savais pas qu'on avait une telle différence entre l'eau de surface et l'eau profonde. On va passer aux analyses qu'on a fait en fait, sur notre produit. Dans la première colonne, vous avez, donc oui, chaque fois le nom des atomes, qui ont été testés, donc des ions. Dans la deuxième colonne, vous avez la référence qui est l'eau de mer, naturelle. C'est vraiment, une eau de mer à 31 PPT, donc part per thousand, donc c'est, 31 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Ça, c'est vraiment l'eau de mer de référence. À côté, donc l'eau de mer, qui est notre produit, et on avait aussi également testé un concurrent, hein, pour le bien de tout le monde, on ne va pas citer son nom, mais c'est un produit, bien connu. Et donc on voit que, il y a pas mal de Extrêmement connu. C'est peut-être le plus connu. peut-être bien. Hem, on voit qu'en termes de sodium, chlore, il y a vraiment pas de problème à se faire, les produits se valent. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses un peu surprenantes, notamment le silicium que j'ai pointé, qui est vraiment très, très élevé, dans ce concurrent. Ça, après avoir discuté, j'ai un ami qui travaille vraiment dans l'aquariophilie, qui
développe lui des coraux, c'est vraiment son métier. Donc j'ai pas mal discuté eau de mer avec lui et il avait l'air de dire que ça pouvait être vraiment une contamination plutôt provenant du fond marin là dans ce cas-là. C'est vrai que, bah, le silice, on peut se dire que peut y avoir une composition un peu sable qui est un peu contaminé l'échantillon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on en faut beaucoup. Après, est-ce que c'est dramatique? Ça, pas forcément. Ce qui est plus problématique, c'est ce que j'avais pointé en rouge de l'autre côté, c'est plutôt, l'aluminium, le plomb, le cadmium, voilà, c'est pas génial de se dire, on boit une eau de mer qui contient ce genre de polluants. Voilà, donc c'est sans doute l'avantage qu'on a, c'est de filtrer parfaitement notre eau et de remettre les minéraux par la suite. Évidemment, on va pas vous mettre du plomb et du cadmium, on vous évite ça. On vous laisse fumer une cigarette si vous voulez vraiment, vous Sinon, ça charger comme ça. deviendra une eau de mer avec un DE à la fin. Voilà. Alors, comme le disait, Renaud, «La mer, c'est dégueulasse». Je vous laisse, finir la phrase. Voilà, nous, on a fait ce qu'il fallait pour la rendre propre. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Amine? Non, non, c'est juste que l'eau de mer, le principe du Canton ancien, ben, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup moins de polluants à l'époque. Quoique, bon, on n'a pas des analyses de l'époque. Et oui, certainement qu'on a beaucoup moins de polluants et que maintenant on a plus de polluants. Donc c'est un peu ce que tu avais expliqué, c'est-à-dire que euh, donc si on part loin et on va dire qu'on ponctionne cette eau euh, plus loin, ben, dans le large, ben, le fond marin est assez éloigné, donc la concentration minéraux sera moindre, beaucoup moindre. Et si on ponctionne ça plus proche, ben, et on s'expose aussi au fait que les minéraux pourraient être élevés, d'autant plus aussi les polluants également. Et donc là, c'est un exemple. Si on compare, ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que c'est pour ça que la référence, là, l'eau référence eau de mer naturelle, si on regarde ici, donc aluminium, plomb, tout ça, cadmium, bah, c'est quand même, c'est pas négligeable, mais c'est quand même très peu par rapport donc, on prend 0,09 microgrammes par litre, d'aluminium par exemple, et là on est à presque 7, 6,91 microgrammes par litre, c'est beaucoup. Euh, donc c'est ce qui peut remettre un peu en question les protocoles de prélèvement et tout ça. J'imagine qu'on utilise des protocoles anciens tels qu'ils ont été décrits auparavant, mais ça reste, voilà, ça reste problématique. Alors, j'ai une question de Céline qui se demande pourquoi le silicium serait problématique. Parce Ah, j'ai pas qu'effectivement, je vois qu'il est dans le rouge, là, concurrent. Ouais. je l'ai pas mis en je l'ai cité, hein, je l'ai mis en rouge pour le faire ressortir, pour en parler. J'ai Mhm. pas dit qu'il était spécialement problématique, j'ai simplement dit que c'était sans doute lié à une contamination, mais ça veut pas dire que c'est forcément problématique, non. Non, non. En fait, Ok, ouais. c'est un signe que l'eau est prélevée très proche du fond marin. Voilà. Et dans le fond marin, on trouve plus de polluants, surtout on va dire les gros polluants, là, c'est ce qui se dépose beaucoup plus. Et Mhm. donc là, c'est une eau qui a été prélevée très proche du fond marin, donc potentiellement une eau qui va... Voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a certains métaux lourds ici qui sont surreprésentés si on compare avec l'eau de référence qu'on a, donc la deuxième colonne. Mhm. Voilà. Mais Et ça alors, peut ne pas, c'est pas problématique hein, d'avoir voilà, des quantités énormes de ouais, ouais, sélénium, c'est c'est ça, pas ouais. problématique. Ouais. Et Virginie qui nous pose la question, comment est-ce que les minéraux seraient-ils... Attendez. Et comment rajoutez-vous les minéraux filtrés après l'osmose? Est-ce que ce sont... Enfin, sous quelle forme sont-ils? En fait, il y a plusieurs possibilités. Il existe, des possibilités liquides et en poudre. Voilà, donc les Mhm. 2 existent et se valent, relativement fort. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de spécialement de plus-value, mais voilà, les 2 existent. Généralement, ils sont séparés quand même et donc il faut un peu faire son mix, soi-même. C'est ça qui rend la tâche un peu plus compliquée pour avoir quelque chose de bien,
bien précis comme on le fait là. Mhm. Mais sinon, voilà, il y a soit du liquide, soit enfin, déjà en solution, si je peux dire, soit de la poudre. Alors, ouais. Et alors, je pense qu'aussi que la question est dans le sens de est-ce que c'est sous forme organique ou inorganique? Parce que là, c'est des formes inorganiques. C'est ce qu'on trouve voilà, le plus souvent dans l'eau de mer. C'est surtout des formes inorganiques qu'on a. Donc, ce sont des formes qui sont destinées à une réhydratation, reminéralisation au niveau sanguin, mais qui sont comme d'ailleurs l'eau de mer ou l'eau de Quinton ou n'importe quel autre type d'eau de ce genre, et qui ne sont pas nécessairement orientées pour le traitement des carences micronutritionnelles en minéraux, Mhm. oligo-éléments ou métaux. C'est ça, c'était le sujet des deux prochains slides. Donc, merci d'avoir posé la question, si c'était bien ça le fond. Je te laisse embrayer alors, Amine. Ok, donc oui, voilà, ça c'était les deux slides qui expliquent un peu ces différences-là que j'ai plus ou moins expliquées auparavant. Euh, donc en fait, mis à part quelques exemples que j'ai donnés avant, comme le sodium, comme l'iode aussi, voilà, et la plupart des minéraux oligo-éléments vont avoir plus de capacité à être éliminés. Donc la vitesse d'excrétion sera beaucoup plus rapide. Alors ça dépend aussi de la vitesse d'arrivée au niveau du sang de ces minéraux. Donc la plus grande quantité de minéraux est absorbée au niveau du côlon. Et donc ça arrive au niveau sanguin assez rapidement si la concentration est relativement élevée. Et plus la concentration, donc on dit le débit d'arrivée de ces minéraux est important au niveau sanguin, et plus les reins, parce que c'est le premier organe d'élimination, plus les reins vont éliminer rapidement ou excréter rapidement. Et donc cette vitesse d'excrétion est beaucoup plus rapide que la vitesse de passage ou d'infiltration de ces minéraux au niveau des tissus. Puisque au niveau des tissus, certes, on a une diffusion des minéraux, ça c'est clair, mais la diffusion en tant que process physique est assez lente. Tout dépend aussi des concentrations, tout ça, mais ça c'est long. On a en plus des transporteurs, donc du transport actif pour certains minéraux, oligo-éléments et métaux. Donc ça aussi, ça prend du temps. Mais par contre, au niveau rénal, les reins sont faits pour éliminer extrêmement rapidement. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour la plupart des métaux, minéraux, oligo-éléments, on va avoir une élimination plus rapide, mais en même temps, donc, un intérêt particulier parce que ces minéraux vont transiter un certain temps par le sang, et donc ce transit par le sang chez quelqu'un qui manque de ces minéraux au niveau sanguin va avoir un intérêt sur le fait que une bonne partie des minéraux qu'il y a dans les tissus vont être maintenus dans les tissus. Ça va empêcher le, 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 la déminéralisation des tissus et donc leur élimination rénale. Parce que les minéraux qui viendront des tissus, eh ben, ils subiront le même process d'élimination. Donc, si un minéral est dans le sang, qu'il vient des tissus ou qu'il vient de l'intestin, il va s'éliminer aussi très vite comparé à son retour au niveau des tissus. Et donc, c'est ce qui fait la grande différence entre les minéraux voilà, de l'eau isotonique, hypertonique, l'eau de mer, ce que vous voulez, l'eau de mer reconstituée, et les autres formes qui sont les formes organiques, où là, c'est plus stable, où on a une élimination qui est moins rapide au niveau rénal, comparée à la pénétration au niveau tissulaire, où là, ça va passer à travers donc, des transporteurs, à travers, il y a bien sûr une quantité de ces minéraux qui va se s'ioniser ou se détacher. Il y a une autre quantité qui va, donc ce qu'on appelle oui, des électrolytes. Et puis il y a une autre quantité qui va se lier avec des protéines, l'albumine ou autres circulantes. Et donc tout ça va permettre
non pas seulement une meilleure absorption, parce qu'on n'est pas en train de parler d'absorption ici, on est surtout en train de parler donc de pénétration de ces minéraux dans les tissus et de leur élimination. C'est ce qui fait la différence entre un bisphénate de quelque chose, de magnésium, de zinc ou autre, ou un citrate ou autre, et un chlorure de magnésium, par exemple, ou un sulfate de magnésium, où là, c'est des formes inorganiques qui s'éliminent très vite. Voilà un peu la différence entre les deux, et donc les usages ne sont pas les mêmes. Quand il y a carence en magnésium, carence en zinc ou autre, c'est plutôt ce qu'il indiquait, c'est plutôt les formes organiques. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai mis ici la photo du produit eau de mer électrolyte qui existe en 1 litre ou, si vous voulez commencer gentil, en 250 ml. Bien sûr, sur l'étiquette, on n'a pas noté toute la composition qu'on vous a montré tout à l'heure parce que c'est très long et que notre graphiste nous tape sur les doigts quand l'étiquette déborde un peu. Donc, bien sûr, on a fait quelque chose, on vous a mis les ions principaux. Maintenant, clairement, voilà, vous avez plus, comme sur une eau de bouteille classique, vous n'avez pas tous les ions qui sont présents dans la bouteille non plus. On vous met que les principaux. On a fait la même chose ici au niveau de l'étiquette du produit. Et donc les autres sont dans l'analyse, le reste. Tu vois, l'analyse que tu as montrée avant. Tout à fait. Donc là, on est assez large L'analyse comparative. Oui. en termes de minéraux et groupements ions, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans une eau. Par contre, voilà, il existe aujourd'hui, c'est vrai, des analyses sur les microplastiques, et cetera. Il y aurait moyen de faire ça. C'est très cher. Donc malheureusement, si on veut entreprendre ce genre d'analyse, ça va enfin, répercuter le prix du produit malheureusement. Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas vraiment de solution si on détecte des plastiques dans l'eau pour faire quelque chose. Voilà, à part l'osmose, voilà, l'osmose inverse qui va vraiment éliminer un maximum de polluants. Sinon, pour l'eau de distribution, c'est compliqué. On a des débats avec pas mal de thérapeutes on a un groupe WhatsApp où on parle de ça. Quel est le meilleur moyen de filtrer son eau de distribution, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que sincèrement, le mieux, ça reste de faire une osmose inverse et de reminéraliser, comme je l'ai dit. Voilà, personnellement, actuellement, j'utilise un filtre à charbon, mais je ne pense pas que ce soit le must aujourd'hui. Voilà, petite parenthèse. On continue avec les domaines d'application qu'on va avoir. Donc, on va pouvoir envisager pas mal de choses. Déjà, au niveau des voies respiratoires, on a tout ce qui est lavage du nez avec l'eau de mer, qu'elle soit isotonique ou hypertonique. Alors, évidemment, on va avoir un effet un peu plus puissant puisqu'on va potentiellement chasser de l'eau du nez vers l'extérieur avec l'isotonique, un peu plus qu'avec l'isotonique. Donc, et donc, on peut avoir peut-être un effet un peu plus puissant avec cet hypertonique un peu plus agressif, peut-être aussi sur les muqueuses légèrement, mais ça reste quand même quelque chose de gentil par rapport à certains produits de, de pharmacie qu'on va trouver, qu'on envoie des fois sur les muqueuses. Ça décongestionne en fait les muqueuses, vu qu'on a dans les cas de sinusite ou de rhume ou autre, on a une congestion, on a une sorte d'œdème au niveau du nez et les tissus autour, et donc l'hypertonique décongestionne. Tout à fait. On peut aussi l'utiliser en inhalateur, pareil, pour soulager les voies respiratoires et libérer les voies. Voilà. On l'utilise aussi, sinon, les deux gros rôles, ça reste, Amine en a déjà parlé, ça reste l'hydratation, la reminéralisation, avec les points qu'il a soulignés sur la reminéralisation. Donc voilà, ça reste vraiment ce qui est le plus important, c'est voilà, tous ces patients qui vont perdre de l'eau, forte chaleur, sport intensif, on va transpirer beaucoup. Tout ce qui est vomissement, diarrhée éventuellement, ça peut être aussi des pertes des fois hydriques importantes. Voilà, tout ce qui va vraiment accentuer ces pertes hydriques. Les urines en quantité aussi. Quelqu'un qui boirait énormément d'eau va se déminéraliser s'il n'a pas une concentration en minéraux suffisante dans son eau de consommation. Donc voilà, tout ça fait qu'on peut perdre en minéraux. Donc tous ces patients qui ont des problématiques diverses et variées peuvent le traiter ou qui pratiquent une activité physique intense. Voilà. On peut vraiment le proposer à pas mal de personnes finalement. Euh, voilà, moi j'avoue que j'en mets assez facilement dans ma gourde pour aller faire du sport, surtout si l'effort se prolonge un peu. Je trouve ça intéressant et j'ai quand même l'impression de voir peut-être moins de crampes apparaître, moins de soucis. Peut-être dans ma tête, mais en tout cas, voilà, je suis assez content d'en mettre dans ma gourde.
Après, voilà, on a tous les effets peut-être secondaires plutôt liés à tous ces rôles de cofacteurs qu'on peut avoir avec les minéraux. Le fait d'économiser nos minéraux, ben, on va peut-être favoriser toutes ces réactions biochimiques dans notre organisme grâce à ce maintien des équilibres en électrolytes. Je ne sais pas, Amine, si tu voulais rajouter quelque chose ici. Non, je pense que c'est bon. Je te passe la parole éventuellement ici. Oui, donc oui, pareil. Alors, il y a l'usage cosmétique qui est assez répandu, même si voilà, on est un peu loin de cet usage-là, mais dans les cas de soins de peau, par exemple, les soins de peau, on avait parlé, Valérie, on avait parlé tout à l'heure, là, donc dans les cas des œdèmes, ça permet de décongestionner, d'enlever l'œdème si c'est un usage externe. Donc l'usage cosmétique, c'est un usage externe, hein, on est d'accord. Exfoliation et soins aussi anti-âge, exfoliation de la peau. Ça peut être utilisé dans ce sens aussi, bien sûr pas toute seule, mais toujours en combinaison avec d'autres produits, d'autres lotions, des substances aussi. Et puis l'équilibre acido-basique, oui, dans le sens où ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc la réhydratation, et dans réhydratation, il y a aussi les minéraux qui sont dedans. Ça permet un équilibre acido-basique, donc ça apporte des électrolytes, c'est des électrolytes on va dire, qui sont dans l'ensemble basifiants, même s'il y a des électrolytes à la fois à charge négative et positive, mais dans l'ensemble, ce sont des électrolytes basifiants, Mhm. donc qui permettent d'améliorer l'équilibre acido-basique qui souvent tend à, donc le pH, souvent tend à diminuer, même si ça ne diminue pas extrêmement stable, mais ça tend à diminuer, et c'est cette tendance à la diminution, donc l'acidification, qui fait que il y a tous ces mécanismes extrêmement puissants d'homéostasie qui font que ça déminéralise les tissus et surtout le tissu osseux et que, entre autres, les poumons qui travaillent plus, le rein qui produit plus de bicarbonate, etc., etc. Donc là, ça contribue en tout cas à un équilibre acido-basique. Bon, ici, j'insiste là-dessus. On est très loin de la grille de lecture de l'équilibre acido-basique, comme quoi le terrain est acidifié de plus en plus, ce qui est exact, et que en prenant de l'eau ou quelque chose qui est basifiant, ben, on va le basifier comme si l'organisme humain était une citerne dans laquelle on rajouterait des trucs et le pH va augmenter au fur et à mesure. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'organisme humain est une citerne plus complexe, avec des systèmes très complexes. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ici, le rôle ici de l'équilibre acido-basique, ça rejoint juste ce que on a expliqué juste avant, c'est-à-dire que ça empêche la déminéralisation des tissus et, euh, et ça permet une élimination de cette charge minérale par les reins et ça donne un certain équilibre, une certaine tendance à l'équilibre acido-basique au niveau sanguin. Et alors, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on en a parlé récemment aussi, qu'il y aurait des thérapeutes qui l'utiliseraient au niveau de l'hydrothérapie du côlon. Oui, C'est quelque absolument. chose qu'on n'a pas cité, mais voilà, c'est vrai Oui, que... alors, c'est utilisation de thérapie du côlon. Alors, je ne sais pas s'il y a des thérapeutes qui utiliseraient dans ce sens, mais on devrait l'utiliser dans ce sens. Je pense qu'on a mis une ou deux études là-dessus, qu'on verra tout à l'heure, sur les effets intéressants de l'eau de mer profonde, qui améliorerait la composition du microbiote avec différents marqueurs, entre autres une augmentation des acides gras à chaîne Pirate. courte et tout ça. C'est au moins sur ce que je me souviens. Donc l'étude, c'est une étude clinique contrôlée randomisée en double aveugle, tout ça, avec plus de 80 sujets volontaires. Donc c'est une étude quand même qui est d'une bonne méthodologie. Donc ça change la composition du microbiote en augmentant les acides gras à chaîne courte et en augmentant, par exemple, ce qui était
fait dans l'étude, mais on verra de toute façon en détail après, c'est que ça augmenterait certaines espèces bactériennes qui convertissent notamment la dédzaïne, qui est un des isoflavones, en école, qui est l'isoflavone bioactif de la dédzaïne. Donc c'est intéressant comme usage. Même si c'est un usage émergent, c'est pas très connu comme utilisation, mais Mhm. peut-être que peut-être que d'ici quelques années, on aura des thérapeutes qui l'utiliseraient comme tu dis, solution d'hydratation du côlon. Ça pourrait être bien, même si dans l'étude, c'était pas ça. Dans l'étude, c'était une prise Mhm. par voie orale normale. C'est possible, ouais, ouais. Dans Mm, l'étude, je sais plus, mm. mais il me semble qu'on en a parlé ouais, Oui, récemment de cet usage éventuel. tout à fait, exactement. Tant que vous êtes sur Alors, cette dia, si tu veux bien rester sur celle-ci, j'ai une question de Vincent qui nous demande l'eau de mer et équilibre acide-basique. Si le magnésium et le calcium neutralisent l'acidité, donc ils captent des électrons, du coup, est-ce que ça change leur forme? Donc on revient au questionnement inorganique-organique, oui ou non? Et donc, organique et on est plutôt. inorganique. Tu peux répéter la question parce que Donc, j'étais pas concentré. pardon, si le magnésium et le calcium neutralisent l'acidité, donc ils captent des électrons, du coup, ça change leur forme. On revient au questionnement inorganique, organique, non? Point d'interrogation. Non, non, c'est pas ça. Euh, L'acidité, c'est plutôt les protons alors. Mais je oui, sais pas. c'est le pH, le potentiel d'hydrogène. C'est les protons et c'est même les formes organiques contribuent à ça aussi, hein. Les électrolytes qu'on a en forme organique, ça contribue également, les citrates de ceci, de cela, de potassium, de magnésium et autres, ça y contribue. Mais les électrolytes, ça y contribue beaucoup plus. C'est pas une question de capter ou pas des électrons, c'est une question de charge positive et négative et c'est en rapport avec les ions d'hydronium, puisque le proton H+ en tant que tel n'existe pas dans la nature, dans les solutions. Ça se lie avec l'H2O, donc l'eau, et ça fait les H3O+, qui sont les ions hydronium, qui sont, eux, ont un potentiel acidifiant, versus les ions OH-, Moi. hydroxyde, qui, eux, ont plutôt un potentiel alcalinisant. Et c'est dans ce sens-là qu'on a le plus là, de H3O+, hydronium, qui est plutôt acidifiant, versus le moins de OH-, qui est alcalinisant. Et donc, ce qui est l'inverse donc de cela, va être donc dans les minéraux ou dans les électrolytes ou les ions en général, ce qui est l'inverse de ces deux ions principaux qui déterminent l'alcalinité ou l'acidité. Par exemple, pour le Ca plus 2 ou Ca2+, c'est pas parce que c'est plus que c'est acidifiant, c'est Si. l'inverse. C'est parce que c'est l'inverse de l'hydronium qui, lui, a une charge positive. Et l'autre exemple est aussi exact. Donc, si on prend le chlore, c'est L-. C'est pas parce que c'est moins que c'est alcalinisant comme le OH-, c'est l'inverse qui est vrai. Donc, c'est plutôt acidifiant. Donc, c'est pas une question d'électrons ou de capter des électrons en tant que tel, ça c'est plutôt en rapport avec le stress oxydatif. Donc, c'est un peu, si on veut simplifier cela, c'est un peu la somme des charges négatives et des charges positives qui déterminerait un Mhm. pH, hein, même si c'est un peu plus complexe que cela. Et alors, il y a encore une question dans les domaines d'application. Je ne sais pas si tu changes après, la dia d'après, si c'est toujours dans les domaines d'application, au cas où tu y arrives. Mais que Mhm. pensez-vous d'injections sous-cutanées de type mésothérapie, hydrotomie percutanée? J'ai perdu, zut, selon le docteur Gay. Créé par le Euh, docteur Gay pour l'injection. pour la mésothérapie, euh,
Pour la mésothérapie, après, ça reste. La mésothérapie, c'est plutôt des points précis d'injection. Et c'est aussi des sortes, comme on dit, des points trigger ou des points gâchettes avec des principes actifs, avec de la lidocaïne ou du diclofénac ou d'autres trucs. Je ne sais pas si ça va avoir un effet, peut-être l'effet réflexe à ce moment-là, si on injecte ça dans les endroits gâchettes, mais je ne vois pas de différence entre le type de solution qu'on utiliserait, la solution de base à laquelle Mhm. on rajoute bien sûr le médicament ou les principes actifs. Je ne vois pas de différence entre celle-ci et l'eau de mer telle qu'on la présente. Pour l'autre technique, je ne la connais pas. L'hydrotonie, tu as dit percutanée. Ouais. Je ne connais pas. Ça me dirait non plus, je ne sais pas comment ça s'applique. Mm. On te laisse continuer, Val. On passe aux Rémi. contre-indications. Bon, il n'y en a pas énormément, mais on va quand même citer quelques petites choses. Je ne sais pas si Amine, tu veux t'y coller ou si je commence, hein. On peut Oh, parler de l'insuffisance rénale sévère, évidemment, ben, on s'en doute, c'est une solution très riche en ions. Donc, on va éviter de surcharger les reins avec ce genre de produit chez les personnes qui ont une insuffisance rénale conséquente. Euh, L'hypertension artérielle, évidemment, bah, c'est la même chose, hein. Si on augmente la concentration en minéraux chez ces gens-là, c'est pas toujours idéal, et surtout le sodium. surtout le sodium. Euh, les œdèmes. Ici, je Pareil, passe. donc ça c'est des œdèmes organiques, hein. C'est pas les œdèmes au niveau cutané. Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la sphère nasale ou Mhm. au niveau du visage ou au niveau des jambes ou ce genre d'œdème. C'est surtout des œdèmes, voilà, c'est des conditions médicales. Donc c'est pas, donc là il faut pas, ça peut être une précaution d'usage. Maintenant, si le médecin décide d'utiliser quand même, ça c'est autre chose, mais c'est c'est quand même une contre-indication. Mm. Et alors il y a l'hypernatrémie également. Donc, oui, l'excès en sodium au niveau du sang, ou alors tout ce qui apporte une hypernatrémie, c'est-à-dire une, euh, une augmentation d'aldostérone, par exemple, ou peu importe, ou même ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hypertension, un dérèglement au niveau du système rénine-angiotensine, ou peu importe. Tout ce qui permet, ou une prise d'ailleurs de médicaments épargneur de sodium, par exemple, et excréteur de potassium, diurétique, certains diurétiques notamment. Donc là aussi, ça peut être une contre-indication, ou ça devrait être en tout cas une contre-indication. Bon, allergie aux composants, bah, c'est normal. Donc les composants, c'est les composants dedans. Donc on peut avoir une allergie à n'importe quoi. Donc ça, c'est la base. Et puis, des troubles électrolytiques graves. Et là-dedans, dans les troubles électrolytiques graves, ben, ce sont les déséquilibres dans l'ionogramme, les déséquilibres sévères dans l'ionogramme, les troubles du rythme cardiaque. Souvent, ça se manifeste par des troubles de rythme cardiaque, des troubles de conduction de l'influx nerveux et ce genre de choses. Bon, bah, ça, c'est des conditions d'urgence médicale. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans sa maison tranquille. Euh, et puis la grossesse et l'allaitement sous surveillance médicale. Grossesse, allaitement, pareil, c'est des précautions. Vous savez que quand on met une contre-indication, une précaution d'usage par rapport à la grossesse et l'allaitement, très souvent, c'est plutôt par précaution parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Voilà. Puis grossesse, c'est pas toutes les femmes qui ont des grossesses normales. Il peut y avoir des femmes qui ont des grossesses un peu difficiles, un peu compliquées, des femmes de constitution fragile ou qui ont eu du mal à avoir le bébé, etc. Donc il faut faire très attention. Donc dans grossesse, il y a tout ça dedans. Euh, et puis allaitement, bah, ça aussi c'est par précaution, mais
En général, ça pose pas de problème. Si la maman prend de l'eau salée, bah, tout ce qu'il va y avoir, bah, c'est que bah, le sel qu'il y a dans l'eau, bah, ça va passer en partie dans le lait, tout simplement. Voilà, donc c'est juste ça. Et puis oui, c'est surtout par rapport à l'allaitement, c'est surtout les premiers mois où les reins du bébé sont voilà, c'est pas bien développé, tout ça, ils n'ont pas une bonne capacité de filtration. Donc c'est par rapport à ça surtout. Donc c'est plus des précautions d'usage. euh, et puis le médecin doit valider ça que des vraies contre-indications absolues. On va passer aux quelques petites études qu'on a rajoutées. Oui, ça c'est l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est ici, vous voyez bien, ici, drinking water produced from deep sea water. C'est l'eau de mer profonde. Là, on parle bien de drinking, boire de l'eau, et donc par voie orale. Et c'est une étude en double aveugle, contrôlée, randomisée, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. On a, si je me souviens bien, bon, c'est une étude japonaise, hein, et on a donc, si je me souviens bien, 82, oui, voilà, 41 et 41, donc 82 volontaires, deux groupes, un groupe contrôle, voilà, un groupe contrôle qui a pris de l'eau minérale et un groupe expérimental qui a pris de l'eau de mer profonde. Et, euh, et donc là, ici, voilà, un groupe consommait 1 litre d'eau de mer profonde. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'on a observé? Litres par jour, hein. Euh, ouais, c'est beaucoup, hein. Mais les résultats sont là, hein. C'est des résultats qui, voilà, ce que moi j'ai vu, c'est quand même des résultats spectaculaires. Des biomarqueurs, donc des acides gras à chaîne courte, pas que le butyrate d'ailleurs, hein, un ensemble sur cette étude-là, ce que je me souviens, le propionate et l'acétate et le butyrate qui ont augmenté. Ok, et puis aussi, on a observé une meilleure conversion de la détsaïne, comme je vous disais, qui est un des isoflavones. Vous avez la génistéine, la détsaïne, donc qui se sont convertis en école. L'école, c'est la forme bioactive là, de la détsaïne. Quand on prend de la détsaïne, ça se convertit dans le microbiote en école. Et c'est l'école qui donne l'effet qu'on connaît sur les isoflavones. C'est pas la détsaïne ni la génistéine d'ailleurs, Sur hein. extrait. Et donc là, ça a montré des résultats assez intéressants, hein, notamment sur la diminution sur l'augmentation des acides gras à chaîne courte, sur euh, les IgA sécrétoires aussi, et aussi sur la conversion de la détsaïne en école. Et donc voilà, la conclusion, c'était que bah, la consommation de ce type d'eau permettait d'améliorer la composition du microbiote et la santé intestinale en général. Et puis, je crois qu'on a une autre étude aussi clinique qui va dans ce sens, je crois. Ouais, elle est différente, mais c'est toujours. Alors, je me souviens plus si c'est toujours la même équipe, mais je crois que c'est la même équipe. C'est un laboratoire au Japon qui travaille sur ça. Et donc, c'est pareil, c'est une étude sur laquelle, là, c'était 12 semaines. Je crois que c'est dans l'autre étude aussi, c'est la même durée. Et donc là, c'est un graphe sur la constipation. Il y a plein de graphes dans cette étude. Ça ne sert à rien de tout vous détailler ici, mais si vous voulez regarder l'étude, vous pouvez la voir. C'est en libre accès. Donc là, c'est un graphe sur la constipation. Donc c'est une amélioration du transit intestinal, une amélioration quand même significative, hein, quand même, de la constipation. On avait combien là? C'était 93%, je crois, des sujets qui ont pris l'eau de mer profonde, qui ont vu une amélioration significative de leur constipation versus 60% de l'autre groupe qui ont pris plutôt de l'eau minérale. Donc, très souvent, on recommande de s'hydrater pour améliorer le transit, n'est-ce pas? Mais ça dépend
Si c'est de l'eau minérale, bah, oui, ça améliore la constipation, mais si c'est de l'eau de mer, ça améliore encore plus le transit. Oui, petite rectification, c'est 94%, pas 93%. Voilà. On n'a pas tenu rigueur, Versus, là, ça. ouais, Hmm. versus 60%. Un petit Et pourcent. voilà, et pareil, dans cette même étude, ce qu'on présente pas ici, dans cette même étude, on a aussi des graphiques qui montrent qu'il y a une augmentation au niveau des acides gras à chaîne courte. Et au niveau aussi, si je me souviens bien, de la conversion non, de la détsaïne en équal, ou alors c'est pas dans cette étude, C'est peu dans la importe. précédente. On voyait aussi qu'on majorait les concentrations de trois acides gras à chaîne courte, dont le butyrate. Voilà. Et Et aussi les taux d'immunoglobulines sécrétoires, c'est les ça. IgA. Ouais, ouais. Ouais, et les IgA sécrétoires. Ouais. Et tu as, dans l'étude d'après, je crois, on a aussi les IgA sécrétoires. Non, l'autre, avant. Oui, Ah, celle-ci, ouais, ouais. Ça, non, c'est la première, celle-là. c'est la première. La deuxième, C'est on la a deuxième. aussi, ce que je suis en train de lire là, donc oui, on a les acides gras à chaîne courte. On a une diminution des phénols. Phénols, ça c'est pour ça que je me disais, c'est en rapport avec la détsaïne aussi. Et une diminution des IgA sécrétoires qui est un marqueur d'inflammation aussi. Euh, un marqueur d'inflammation ou d'immunité intestinale aussi. Bon, il y a plein de choses, en tout cas dans cette étude-là, si vous voulez regarder, c'est disponible en version complète. Et puis alors, il y a l'autre étude aussi qui sort un peu du lot. En fait, ici, on vous a regroupé quelques études qui sortent un peu du lot, parce que là, il y a un effet sur le cholestérol, sur l'hypercholestérolémie, intéressant. Donc là aussi, alors je ne sais plus maintenant si c'est une étude japonaise ou chinoise, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une étude intéressante qui a testé donc l'eau de mer profonde sur l'effet de l'eau de mer profonde sur les marqueurs du cholestérol. Voilà. Et donc, parmi les résultats, bah, vous lisez ici, hein, réduction significative de LDL cholestérol, cholestérol total. Ok, et ça a mis euh, 6 semaines, d'accord, pour avoir un effet assez significatif là-dessus. Euh, ok, bon, là, il rapporte aussi les niveaux de magnésium sanguin qui ont augmenté dans le groupe qui prenait de l'eau de mer profonde aussi. Euh, voilà, et puis une diminution de la peroxydation lipidique. On n'a pas mesuré ici le marqueur là, de LDL oxydé, euh, mais on a mesuré l'acide thiobarbiturique, qui est un autre marqueur d'espèce réactive d'oxygène, qui est un marqueur enfin, du stress oxydatif dirigé contre les lipides aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment un équivalent des LDL-OX, puisque l'étude ici est en rapport avec le cholestérol, mais on a quand même un marqueur qui a baissé et qui est en rapport avec la peroxydation des lipides. Donc, ce qui montre un effet intéressant. Après, bon, ça reste une étude à reproduire. C'est quand même une étude clinique avec 42 volontaires, ce qui n'est pas, voilà, ce qui est quand même intéressant. C'est pas des études à moins de 10 volontaires où là, du point de vue statistique, c'est moins significatif. Mais ça reste des études à reproduire, en tout cas, que ce soit celle-ci ou les autres. Si tu veux bien, Amine, pour revenir à la dia précédente, on a Vincent qui nous demande, puisque ça augmenterait les IgA, par exemple, dans la maladie cœliaque, il y a également une hausse des IgA. Donc, est-ce que ça pourrait être délétère pour certains patients cœliaques suspectés ou autres? Est-ce que j'ai dit que ça augmenterait? Si j'ai dit que ça augmenterait, donc je retire ce que j'ai dit. C'est dans les deux études, ça diminue les IgA Hmm, sécrétoires, mais peu importe en fait, parce que diminuer, augmenter par rapport aux IgA sécrétoires, ça ne veut rien dire du tout, puisqu'il y a une fourchette. hmm. Il y a une fourchette. Si c'est plus bas, bah, c'est pas bon. Si c'est plus haut, c'est pas bon. Si je me souviens bien, c'est entre 500 et 2000.
en termes de, si on parle d'IGA sécrétoire, analyse coprologique. Donc là, c'est une diminution dans le bon sens, en fait, dans le sens de diminuer le niveau d'inflammation. Et dans le même type de question pour la même personne, pour Vincent toujours, plus d'acide gras à chaîne courte, est-ce que ça booste le microbiote et est-ce qu'on pourrait parler d'effet prébiotique? Effet postbiotique, oui. Effet Mhm. postbiotique, puisque c'est l'inverse, en fait. C'est parce que la composition du microbiote a évolué dans Effectivement. un sens favorable que les acides gras à chaîne courte ont Mhm. augmenté. Ce qui, bien sûr, va avoir un effet aussi à la fois sur le système immunitaire local colique, euh, un peu moins intestinal, et sur le microbiote intestinal, sur la composition du microbiote. Donc, c'est un effet postbiotique et surtout un effet sur l'amélioration de la composition du microbiote. Terminé pour les questions de Vincent pour le moment. Ok. Ok. Et alors, on avait encore une dernière étude sur la récupération musculaire. Ouais. Ça, c'est l'étude sur la réhydratation, la récupération musculaire chez des sujets, voilà, des sujets à l'exercice, des sujets sportifs. Alors, c'est pas une étude qui est de la même qualité que les études précédentes, puisque là, on a voilà, c'est moins d'une vingtaine d'individus hein, dans cette étude. Si je l'ai bien, on a 8 femmes et 9 hommes. Voilà, donc ça reste une étude à reproduire aussi. Mais bon, ça c'est logique. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est tout à fait logique. On a un exercice, on fait ce qui était fait dans le protocole d'exercice, c'est un exercice qui permet voilà, de booster la transpiration, de créer une sorte pas de déshydratation, mais une diminution des minéraux et de l'eau qui vont être excrétés beaucoup plus au niveau de l'exercice. Et puis une reminéralisation avec de l'eau aussi, de l'eau de mer. Et donc ici, on parle bien, si vous regardez, puisque c'est pas la même équipe. Hein, là, c'est pas des Japonais, je sais plus ce que c'était, mais voilà. Et donc là, on parle de Deep Ocean Mineral Water. Euh, donc c'est plus ou moins la même chose, puisque là, c'est de l'eau d'une autre composition, prélevée différemment. Mais c'est à peu près la même chose. On a bien compris que c'est de l'eau hypertonique ici. Hein. Et donc là, ça permet une meilleure réhydratation et une meilleure récupération musculaire, puisque à l'exercice physique, on produit du lactate qui va s'accompagner d'une production de protons H+, donc d'une acidification. Acidification musculaire, oui, mais la chélation de ces protons H+ du muscle donc il y a une partie qui passe dans les mitochondries qui est recyclée pour produire de l'ATP, tout ça, mais l'excès va être chélaté et ça va se retrouver dans le sang et ça va faire, euh, ça va pas faire baisser le pH sanguin, mais ça va faire tondre le pH sanguin à des valeurs plus basses voilà, ce qui active tous les mécanismes qu'on a expliqués tout à l'heure, la déminéralisation, les bicarbonates rénaux, etc., les poumons. Et donc, le fait, voilà, ça s'explique très bien, le fait de prendre de l'eau qui est minéralisée, donc de l'eau de mer, ça permet de combler ces minéraux et de rééquilibrer un petit peu, d'apporter un certain équilibre acido-basique. Voilà. Très bien. Je me rends compte qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est un petit peu la dose recommandée par jour, même si on a vu que dans les études, il pouvait monter à 1 litre par jour. On n'est peut-être pas obligé de donner tout ça aux patients. On va plutôt aller à des dosages de 20 à 40, 60 millilitres, c'est déjà une bonne dose par jour. Je ne sais pas si Amine, si tu veux dire quelque chose là-dessus, mais généralement, on est plutôt dans cet ordre de grandeur-là. Oui, c'est 20-30 millilitres, plus ou moins, on n'est pas au millilitre près. Et puis, si on veut chercher d'autres, parce que dans les études ici, surtout là où on a parlé
santé intestinale, cholestérol, tout ça. C'est plutôt des études, oui, qui cherchent des effets un peu atypiques sur la composition du microbiote. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as posé la question sur l'utilisation de ce type d'eau pour l'hydrothérapie du côlon. C'est intéressant. On en avait discuté en off hier et oui, c'est intéressant d'utiliser ça dans l'hydrothérapie du côlon, notamment parce qu'on discutait justement, ça c'est encore un autre sujet sur un autre projet, c'est qu'on pourrait combiner par exemple des probiotiques Du et butyrate du aussi, ça se fait butyrate, maintenant. Voilà. hein, du butyrate, les deux. Et au lieu à ce moment-là de les dissoudre dans du sérum physiologique, à ce moment-là, puisqu'on a ces données sur, voilà, sur la composition du Mhm. microbiote qui change, qui évolue de manière favorable, tout ça, par rapport à l'eau de mer, ben, on pourrait imaginer dissoudre les probiotiques et le butyrate dans ce type d'eau aussi, et auquel cas on utilisera oui, des quantités plus importantes que les 30 millilitres qu'on a ici. Voilà, oui, c'est ça. C'était une autre application, évidemment. On va peut-être alors varier. Pareil pour le soin de nez, on ne va pas utiliser forcément 30 millilitres. Non, voilà. Voilà. Ben voilà, Cédric, il nous reste à te rendre la parole et te laisser le mot de la fin. Alors, Mais tu peux rester sur cette dia-là parce que j'ai encore une précision là-dessus. Pour répondre à une des dernières questions de Elja qui nous demande si ce sont des bouteilles en verre. Donc oui, ce sont bien des bouteilles en verre. Et du coup vient une autre question, c'est de se dire, On tiens, aurait est-ce qu'il aimé faut les mettre en penser, plastique avec un voilà. potentiel de diffusion des microplastiques très important, mais bon, ça n'a pas été Mais, possible, donc mais on a donc choisi le verre. en préparant le sujet, effectivement, j'ai vu dans des grands laboratoires où ils font effectivement des bouteilles, mais ils font aussi des cubis. Donc, vous savez, comme les cubis de vin, mais là, les cubis d'eau de mer. Alors, je ne sais pas si c'est dans du plastique ou si c'est dans, comme le vin, dans une espèce d'alu ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce que vous en pensez? il Est-ce que existe ça n'a pas des d'incidence ou est-ce que ça a une perfusions. incidence? Il y a des firmes qui vendent en perfusion, en isotonique, alors évidemment. Euh, alors là-dessus, pourquoi pas? Oui, si c'est à usage intraveineux, euh, soit il y a les bouteilles qui existent où on peut perforer alors le bouchon et directement l'envoyer dans une perfusion, soit alors ça existe en Baxter éventuellement. Voilà, le Baxter, ce sera entre guillemets pas plus mauvais qu'un Baxter de liquide Mhm. physiologique, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Sinon, c'est clair que si c'est pour une consommation et Et là, en potentiellement un l'occurrence, ce que j'ai stockage, vu, c'est plutôt, c'est vraiment comme les cubis de vin. Donc, c'est vraiment ah pour ouais. se servir de l'eau. Et donc, est-ce que le plastique est à éviter absolument ou pourquoi pas Bah, et on le, accepte? le plastique, voilà, il a un potentiel de dégradation qui est extrêmement, extrêmement faible, sauf dans des Mhm. conditions différentes, des conditions d'acidité, enfin, des conditions de pH où c'est plus acide, ce qui n'est pas le cas ici dans ce cas-là, soit dans des conditions de chaleur plus Mhm. importantes. Donc, Mhm. c'est un peu le cas par exemple, des bouteilles d'eau là, Ouais, qui sont ouais, ouais. exposées à la chaleur ou au soleil. Ce sont, je crois, Mhm. oui, les deux possibilités qu'il y ait une diffusion plus importante de plastique. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une diffusion de plastique, microplastique, je ne crois pas, mais des composants, des parabènes, des bisphénol A, Mhm. ces choses-là, oui, ça se diffuse très bien. Ça a été bien étudié quand du plastique est soumis à la chaleur, du plastique alimentaire, hein, c'est Mhm. soumis à la chaleur, ça diffuse du bisphénol A, par exemple, oui. Donc, si c'est bien Ok. protégé, ben, ça pose moins de problèmes. D'accord. Mais c'est vrai D'accord, c'est qu'ici, bon, on parfait. fait quand même des envois par la poste. L'été, une camionnette de la poste qui reste en plein soleil, potentiellement, ça peut monter à des 70-80 Voilà. degrés. Mhm. Et donc, c'est idéal quand même que ça soit dans une bouteille en verre. Après, chez Nutrilogique, ça pouvait être assuré. Les produits sont stockés à température contrôlée, Mhm. quels qu'ils soient. Les probiotiques sont au frigo, enfin, etc. En fonction de la qualité du produit, on va le stocker à la température qui lui convient. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, il y a pas de souci à se faire. Et de toute façon, voilà, on a quand même mis du verre pour être certain, mais voilà, il n'y a pas de gros soucis, mais on préfère toujours opter pour la meilleure qualité.
Voilà, alors moi, juste une précision, parce qu'on me pose souvent la question. Vous voyez sur cette dia précisément le logo Nutrilogix et en dessous, vous voyez NR&D comme Nutrition, Recherche et Développement. Et donc, en fait, pour vous expliquer brièvement la différence entre les deux, Nutrilogix, on existe depuis 13, 14 ans maintenant, puisque ça fait bien un an que je dis 13 ans, donc ça doit faire 14 ans. Et Nutrilogix, au départ, est un distributeur multilaboratoire et où on a plus de 400 références. Et on a créé notre propre laboratoire il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui est le laboratoire NRD. Donc, c'est pour ça que vous avez Nutrilogix, le distributeur multilaboratoire, c'est nous, et NRD, le laboratoire, c'est nous, mais avec le moyen de distribution de Nutrilogix. C'est pour ça que tous les produits que vous verrez chez NRD, notre laboratoire, sont des produits qui sont sans excipients. Bon, ici, pour l'eau de mer, avec une qualité recherchée et approuvée, avec une équipe scientifique qui se réunit tous les lundis pour travailler sur des nouvelles compositions, sur des nouvelles recherches, pour aller chercher les dernières recherches justement sur tous les sujets. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'évolution. Je pense que rien qu'en 2024, on a une vingtaine ou une trentaine, voire plus de produits qui sont sortis. Donc, en marque propre, on a plus de 150 produits maintenant et ça va encore augmenter dans les mois qui vont venir. Et Nutrilogique, bah, c'est aussi des conseillers en France et en Belgique qui sont là pour aider les thérapeutes. Donc, j'en fais partie. J'ai des collègues en France également. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous tapez Nutrilogix info@nutrilogix.com. Vous demandez ça par mail ou alors vous tapez Cédric Lapeau et je renverrai vers les bonnes personnes pour pouvoir vous aider le plus rapidement possible. Et c'est là que je termine en vous remerciant tous les deux parce que c'était vraiment quelque chose de complet, à mon sens en tout cas. Et vu le nombre de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, c'est que ça intéressait les gens. C'était parfait. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Au Salut. revoir, Amine. Salut, salut. Merci, au revoir.